Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et qu'on m'entend bien. Je pense que vous saurez me le dire dans le chat s'il y a un petit souci de micro. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez supporter surtout ces quelques semaines de confinement supplémentaires. Vous aurez qu'à en profiter pour faire un peu de hacking. Et puis en plus, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, ce sera l'occasion de les regarder, vu qu'on est confiné. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école 42 et j'anime cette série pour APT 42, l'association de cybersécurité de 42 Paris. On se retrouve aujourd'hui donc pour le quatrième épisode de cette série Road to OSCP. Et donc, comme son nom l'indique, cette série a pour but de se préparer à la certification OSCP. C'est une certification de pentest niveau débutant qui est proposée par Offensive Security. Dans le cadre de cette préparation, on se retrouve donc chaque mercredi soir à 21h pour hacker un serveur sur la plateforme de hacking légal Hack the Box. Du coup, pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, ils sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube APT42 Club. Si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner à nos chaînes Twitch et YouTube et puis éventuellement à mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une box Linux facile qui s'appelle BIP. Et puis du coup, je vous propose qu'on attaque tout de suite la box. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. J'essaye de regarder régulièrement et de répondre à vos questions. Donc on va se retrouver comme d'habitude sur notre environnement Kali Linux. Donc pourquoi Kali Linux, tout simplement parce que c'est c'est l'environnement qui est préconisé par Offensive Security pour passer l'OSCP. Maintenant, si vous avez des préférences pour Parrot ou autre, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pourriez même avoir un petit Ubuntu et mettre vos tools dessus, que ça poserait aucun souci. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va se créer un petit dossier. J'en avais déjà créé un. RM. On va supprimer mes notes et on va s'en refaire un autre. Qu'à dire bip. Ok, alors ce qu'on va faire ce soir, c'est que c'est une box qui est relativement facile, mais du coup on va en profiter, je vais essayer d'en profiter pour vous montrer un maximum de manières de hacker cette box. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que on va la route 4 fois, avec des exploits qui sont différents et qui vont vous faire voir des facettes complètement différentes. Ok, donc on est bien dans BIP. Je vais vérifier donc l'adresse IP que Hack the Box a attribuée à la box. Ok, super. Donc on a notre IP qui est là. Et comme la semaine dernière, alors je vous avais expliqué, ce que j'avais fait, c'est que j'ai créé un petit script vite fait qui va me permettre en fait de faire automatiquement les quatre scans que je fais tout le temps au début de box. Comme ça me permet de lancer le script et puis de parler directement avec vous et puis de pouvoir commenter les résultats sans avoir besoin de taper les différentes commandes. Donc je lance mon script avec l'adresse IP de notre bécane. Ok. Et donc on va voir tout de suite que voilà. Donc ça nous ouvre un serveur. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Je le répète. En fait, tout simplement, ça m'ouvre un serveur HTTP grâce à Python. Puis ça m'ouvre Firefox en navigation privée sur le port que j'ai ouvert en HTTP. Et en fait, ce que je fais, c'est que chacun des résultats de Nmap, je le transforme d'un out en .xml à un .html. L'avantage en fait, c'est que du coup on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus graphique, et donc je vais avoir mes résultats de scan tout de suite comme ça. Voilà, donc là on a déjà le premier résultat de notre scan.
Donc c'est toujours le même scan que je fais au début, un scan très rapide, pour nous donner un premier ordre d'idée au niveau des ports qui sont ouverts. Donc Nmap, minrate 500, T4-F, ça c'est pour un maximum de rapidité, -OX, donc ça c'est pour faire un out en XML. Je filtre et ensuite je filtre les ports ouverts avec un niveau de verbosité et l'adresse de notre cible. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est que on a un certain nombre de ports qui semblent être ouverts. Donc, port 22 en SSH, 25 en SMTP. Donc, qui dit SMTP dit mail. Si je raconte pas de bêtises, SMTP, ça veut dire Simple Mail Transfer Protocol. Donc, SMTP, lui, il fonctionne en parallèle avec IMAP qu'on voit sur le port 993 et éventuellement POP3 sur le 995. Voilà. Et on les voit ici. En fait, il y a une version IMAP et POP et il y a une version IMAP et POP en Secure qui sont ici. Ensuite, on a un port 80, donc HTTP. A priori, on aurait un site web qu'on va essayer d'explorer. RPC bind, je pense que ça doit être de la connexion à distance. Ici, alors, on a le 443 qui est le HTTPS. Peut-être qu'on aura on verra, il y aura peut-être une redirection comme on le voit par exemple à 42 sur les projets FT Server, FT Service. Peut-être une redirection 80 à 443 avec un certificat. On a une DB en MySQL et un port qui est ici, que je connais pas, qui a priori serait du management de Sensor. On verra, je sais pas ce que c'est. On va regarder si notre deuxième scan a pris. Non, pas encore. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va s'ouvrir une deuxième fenêtre. Et tout simplement, on va commencer à tester à la main aussi nos différents ports. Vous savez que souvent, j'aime bien, par exemple, s'il y a un port SSH, essayer de se connecter, là, comme ça, même sans credential, sans login mot de passe, on peut essayer par exemple route, le nom de la box, voilà, histoire de voir. Donc, on se met dans notre box et donc on va tester notre port SSH. Donc, comment on fait? SSH route. Alors, attendez, on va enlever tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, donc 122, 164. Voilà. Donc là, quand j'essaye de me connecter à ma box en tant que route en SSH, ce qui se passe, c'est qu'il me remonte un message d'erreur. Ce message d'erreur, en fait, c'est qu'il y a un problème au niveau du key exchange. Puisque lui, ce qu'il voudrait, c'est que on négocie en fait cet échange de clés sous le protocole Diffie-Hellman. Je vais pas là ce soir, on n'est pas là pour faire un cours de crypto. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Diffie-Hellman, en fait, c'est un protocole de cryptographie qui va permettre en fait un échange de clés. En fait, ça c'est le nom des deux auteurs qui ont inventé ce protocole. Et donc là, en fait, ce que nous demande SSH, c'est de se connecter avec ce protocole. Donc, pour se connecter avec ce protocole, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit SSH, et on va lui dire, bah voilà, je l'ai déjà, vous doutez, j'ai déjà fait mes tests. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que SSH, on lui donne l'option OKEX algorithme. Et ensuite, on va lui spécifier en fait l'algorithme d'échange de clés qu'on veut utiliser. Et donc, en fait, c'est simplement là le message d'erreur qui nous avait dit quel protocole utiliser. Donc, on va je vais changer l'adresse IP. Ok, nickel. Et donc là, logiquement, voilà, on a une connexion classique en SSH. Donc, route, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme password? On va essayer route. Là, on va essayer de guess.
Oui, comme dit Will sur le chat, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Là c'est vrai que je suis passé un peu vite sur certains aspects. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si je peux y répondre, j'y répondrai tout de suite. Si ça demande pas trop de temps, si éventuellement il y a des choses qui demandent d'être approfondies, peut-être qu'on pourra, ce sera l'occasion de voir lors d'un autre stream ou d'un atelier en fait un petit peu plus spécifique sur un domaine. Donc on a essayé route, tour, et on va essayer bip, par exemple. Bip. Ça mange pas de pain, on peut essayer, on sait jamais. Des fois qu'on est en accès route comme ça aurait pu être drôle. Donc notre port SSH, il a rien donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup passer au port suivant, donc le port 25 en SMTP. Donc SMTP, c'est ce qui va gérer, donc les mails. Comment est-ce qu'on va essayer de s'y connecter? Alors moi, ce que j'aime bien faire, on va se mettre là. Alors il y a un site que j'aime bien, Actrix, sur lequel, alors ça c'est une mine d'or. C'est une mine d'or qui est là. Voilà. Là, je tape le port que j'ai envie de tester et lui, il va me proposer en fait, il va me proposer des petites choses qu'il a dans le ventre. Donc là, on voit que il y a tout un article en fait sur le pentest du SMTP, quelques informations. Vous l'avez déjà vu dans des épisodes, je crois avant. J'ai dû vous le montrer ce site-là. Donc là, on a un petit peu la définition en fait de ce qu'est SMTP. Et donc, normalement, il y a quelques actions éventuellement qu'on pourrait essayer de faire. Un NC, on va essayer de le faire ensemble. On voit qu'éventuellement, il y a un script d'énumération. Donc, ça pourrait être intéressant de le run éventuellement. Et a priori, il y a aussi, on pourrait éventuellement s'y connecter par telnet. Voilà, s'authentifier en fait en telnet. Donc ça peut être des choses qu'on va pouvoir essayer. On va regarder un petit peu tout ça, voilà, donc verify. Donc là c'est pareil, hein, a priori, là ils arrivent à se connecter en telnet. Voilà, donc on peut et Metasploit, mais je le rappelle, on essaye de ne pas l'utiliser dans le cadre de cette préparation au SCP parce que c'est interdit lors de la certification. Enfin, on a le droit d'utiliser Metasploit sur une seule des machines, une seule des 5 machines de la certif. Donc moi je pars du principe qu'on ne l'utilise pas, donc on essaie de l'utiliser le moins possible. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est, est-ce que... Non, toujours pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ports à tester. En plus ils run les scripts à chaque fois là. Donc ok. Ce qu'on va faire c'est que donc on va se tester les petites commandes qu'on a vu. Donc ce qu'il nous disait là, a priori avec NC-VN, ok, banner grabbing. Donc NC, ok, clac. Et on essaye de se connecter avec NC. Oui, je crois qu'il y a une confusion sur sur le chat. Effectivement, le nom de la machine, c'est BIP, B2EP, et non pas PIP, PIP, qui sert à installer des packages Python, comme le disait Will. Donc là, a priori, on a une réponse en fait du serveur quand on essaye de se connecter via NC. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous répond en fait en nous donnant le nom de son domaine a priori, qui serait bip.localdomain. Ok. Est-ce que éventuellement ici on peut faire un help? Ok, il reconnaît pas cette commande. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je sais pas si on va l'utiliser tout de suite. Non, on verra au niveau des exploits. Ok. On va en rester là pour l'instant. Kit.
On l'utilisera peut-être tout à l'heure en fait. On ira peut-être un petit peu plus en profondeur là-dedans. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est essayer le petit script qu'on a vu Nmap, qui est ici. Clac. Juste voir. Là, on est là le temps que nos scripts, que nos scans Nmap soient finis. On est plus, j'ai envie de dire, dans un rôle d'observation. On teste, on regarde si on arrive à avoir quelques informations. Pour l'instant, je suis pas encore en train d'essayer de creuser deep pour trouver vraiment d'exploits, etc. Là, je suis vraiment sur de la reconnaissance. Donc là, on lance le petit script que nous a donné le site. A priori, ce serait un petit script qui vérifierait les commandes SMTP, sur le serveur SMTP. On va le laisser tourner. Ce qu'on voit, c'est que de l'autre côté, ça s'est terminé en fait au niveau de notre gros scan. On va l'ouvrir et puis on va regarder ça. Ok. Donc, port 22, SSH. On a essayé de rentrer. Lui, il nous dit rien de supplémentaire. Ici, donc le port 25 SMTP, ce qu'on voit, c'est que a priori, il nous ressort la même chose. Donc, on a le nom de domaine en BIP local domain. A priori, il y aurait éventuellement des commandes qu'on pourrait run. Verify par exemple. Et je pense que d'ailleurs, tout à l'heure, on le fera ensemble. Ensuite, donc le port 80 HTTP, on voit que ce serait un serveur Apache. Il aura un petit problème de redirect peut-être, on va voir. Rien de très intéressant pour l'instant. Ici non plus. Voilà, ici ça fail les scripts sur la DB, a priori sur MySQL. Et ce qu'on voit, c'est que, alors tout à l'heure on se demandait ce que c'était que ce port 10 000. A priori, ce serait du HTTP. Et on aurait donc un mini-serve dessus, donc mini-serve 1.5. Donc c'est intéressant d'avoir une version. Et on aurait, alors là c'est quelque chose qui est assez intéressant comme information, serait un service webmin. On verra tout à l'heure. Je veux pas vous spoil, mais on essaiera de l'exploit. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil maintenant au site. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer Burp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Burp, c'est vraiment dès que vous allez commencer à tester du web, pour moi, c'est passage obligatoire par Burp. C'est un outil couteau suisse, qui va vous servir à tout un tas de choses. En fait, ce qu'il fait, c'est que lui, il va se positionner en fait il va se positionner comme un proxy, vous voyez, et il va intercepter en fait les différentes requêtes qui vont se passer entre vous et le serveur. Et donc, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'aller inspecter en profondeur les échanges entre votre machine et donc le site web en face. Et du coup, ce que ça va vous permettre, c'est aussi de les modifier à la volée. Donc c'est super intéressant. Ah ouais, ouais, excuse-moi. Ouais. Alors je vois que on va mettre un petit truc mignon en fond. Regardez, hop, voilà. C'est un proxy en soi, Burp? Non. Ouais, bah ouais, en fait, c'est un proxy. Et donc, en fait, on va passer. Donc, tout va transiter par Burp. Et donc, ça va nous permettre, en fait, de tout analyser. Donc, là, ce que je vais faire, moi, c'est que je lance le browser ici. En fait, il a un browser intégré. Enfin, tac. Et moi, par contre, j'intercepte off. Quand je suis comme ça dans la reconnaissance. Et on va taper notre adresse IP. Notre adresse IP c'est ça. Ok, tac. Enfin ouais. Tac. Donc ce qu'on veut nous, c'est ce site sur le port 80. Ok.
Et donc ce que je fais là, c'est que je vais tout de suite dans mes targets. Ouais, ok. Et je vais ajouter tac, ça à mes au scope. Voilà. En fait, ce que ça me permet de faire là, donc là, vous voyez, je vois les sites que j'ai parcourus. Et ça va faire un sitemap de tous les sites que je vais parcourir. Et en fait, au fur et à mesure que je parcours mon site, au fur et à mesure que je parcours mon site, en fait, ça va alimenter en fait ce graphe. Et là, je viens de les ajouter au scope. En fait, pourquoi? C'est parce que comme ça me permet de définir en fait un périmètre. Et là, du coup, dans les sitemaps, je vais avoir que ce qui correspond en fait à ces IP, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et là, comme ça, si par exemple il y a des liens vers, je sais pas, Google ou n'importe quoi, il va pas les prendre en compte ici. C'est Mandalorian la musique, ouais, c'est un petit remix, ouais. En tout cas, c'était un petit remix. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On atterrit sur, a priori, une page avec un login et mot de passe sur un service Elastix. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le... Alors, c'est vrai que j'ai pas fait ça depuis tout à l'heure. Vous voyez mon cherry tree? Ah, il est là. Tac. On va faire ça. Et on va se mettre quelques notes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se noter? On peut se noter que, en fait, sur le port 80, en fait, on a trouvé un service Elastix. On va essayer de le rechercher dans Searchploit tout de suite, d'ailleurs. Voir si on arrive à trouver éventuellement un petit exploit. Ce qui est embêtant là en fait, tout simplement, c'est que on n'a pas la version. On n'a pas la version, c'est ça qui m'embête. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse trouver la version, parce qu'en fait ça là, ça nous donne pas la version 2006-2021. En plus 2021, sachant que c'est une box qui est de 2017, je suppose que ça en fait c'est dynamique. Donc en fait, j'ai pas de notion en fait de version là. Ce qu'on va faire, c'est que comme tout à l'heure, on va essayer des default credentials. Donc, on va faire Elastix default credentials, voir si éventuellement on trouve le mot de passe par défaut. On ne sait jamais. Tac, est-ce qu'on a quelque chose ici? Je vois rien de particulier. Tac. Je me souviens avoir vu des forums. Ok, est-ce qu'on a quelque chose? Des petites crêtes? Non, rien. Bon. Ouais, j'y crois pas, mais on va essayer. Élastique. Allez, ça coûte rien. Ok, rien de particulier. Si on va voir par exemple dans Burp, en fait, donc là on a toutes nos requêtes. Toutes les requêtes qu'on fait, elles atterrissent ici. Vous voyez, donc là en fait notre requête post, elle est là. Et vous voyez en fait notre user et notre pass. Et donc ici on a la réponse. On a la réponse qui nous permet tout de suite de pouvoir vérifier dans le détail en fait la réponse. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Bien vu. Merci. Merci le chat. Elastic et non pas Elastix. Ah. Ok, Elastix PBX. Ok, bon bah là on a des petits trucs. On va essayer ça. Admin password. Bon bah ça c'est des conneries. Bon on va les essayer quand même. Hein. Allez.
Admin. On va pas se buter non plus dessus. Hein. On va pas se buter dessus. C'est juste pour vous montrer un petit peu la démarche. Moi, je l'ai déjà fait. Je sais ce qui va se passer. Tiens, on va essayer celui-ci. Tac. Ok. Bon, toujours rien pour l'instant. Toujours rien. Ok. Donc, a priori, c'est pas comme ça qu'on va... qu'on va rentrer. Ce qu'on va faire, c'est que à partir de ce site-là, on va essayer de vérifier si éventuellement il y a des s'il y a d'autres pages. Donc en fait, on va utiliser donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser GoBuster, qui est en fait un brute forcer de directory. Donc GoBuster. Dire oui, -u. Nous c'est https on est sur 10 129 122 164. Oui, c'est ça. Ou -wordlist. Donc nous ce qu'on veut c'est aller chercher user. On va aller chercher une petite liste au début juste pour avoir une énumération assez rapide. Buster et directory. Ce qu'il va faire en fait, donc du coup, GoBuster, c'est que il va aller chercher en fait tous les mots qu'il y a dans ma wordlist là, et il va les essayer en fait à la suite de mon URL. Et ensuite, il va trier selon la réponse qu'il reçoit du site. Donc, en fait, il va trier par statut, statut 301, statut 200, etc. Et donc, il va me dire, en fait, dès que il y a un sous-dossier, en fait, une sous-page, il va me le dire. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Liste. On va se prendre de small. Small list comme ça. Ouais, allez. Et par contre, il me faut l'option -k. -k, c'est parce qu'on est en HTTPS. Donc c'est pour gérer le SSL. Et on va le lancer comme ça. Voir ce qui nous ressort. Ok. Donc tout de suite, on voit qu'il nous a ressorti pas mal d'informations. Donc on aurait un sous-dossier image, help, thème, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en tester quelques-uns. Ok. Donc il s'est pas trompé. Donc a priori là, on a bien accès à tout ce qui est image. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a de email? Ouais. Ok. Ok. Donc on va en essayer un autre. On va essayer de voir si on trouve des trucs intéressants. Ok, donc là on aurait un système d'aide. Donc là, qu'est-ce qu'on a par exemple dans Security là? Ou Audit, je sais pas. Donc je sais pas si ça peut nous aider pour l'instant, mais tiens, backup and restore. Qu'est-ce qu'on a là? C'est marrant, c'est en espagnol. Restaurer une configuration, ok, bon. Pour l'instant, ça nous est pas d'une grande aide, mais on sait jamais si à un moment donné, on arrive à se loguer ou si on a besoin d'une information peut-être sur l'emplacement d'un dossier ou d'un sous-dossier ou une façon de faire, si on arrive à se connecter. Par exemple, vous voyez par exemple là. Sur le backup, là ils ont réussi à faire un backup, ça nous donne en fait une information sur peut-être comment il s'appelle, où est-ce qu'il a été stocké, ou ce genre de choses. Donc peut-être qu'à un moment donné, cette page pourra nous être utile. On va continuer un petit peu notre énumération. Qu'est-ce qu'on a en thème? Ok.
On va juste tac, image commande, logging. Ouais, ok. Ouais, et alors, tiens, c'est marrant. Je vous disais tout à l'heure, c'est en dynamique, et oui, c'est effectivement dynamique. Donc c'est pour ça que, en fait, ça ne nous donnait pas d'informations en fait sur la version de Elastix. Ok, on continue un petit peu notre énumération. On en est où? Ok, mail, tac. On se les fera peut-être pas toutes, mais dès qu'on trouve un truc intéressant. Ok, donc là, a priori, on aura une deuxième page de logging. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le noter aussi. Est-ce qu'on a une version quelque part là-dessus? Vous voyez pas ma souris? Ah ouais. Oui, c'est bizarre. Je sais pas si je peux changer ça dans les settings là, à la volée. Où est-ce que je peux vous changer ça? Ouais, ok. Bah attends, je vais essayer de. Ouais, effectivement, si vous voyez pas la souris, ça peut faire un peu bizarre. Si quelqu'un sait exactement où c'est, je suis preneur pour le changer dans OBS. Euh, Non, c'est bizarre. Pourtant, il est pas en hide, hein, mon curseur. Hein, donc, c'est bizarre. Ouais, moi, il est pas censé être caché. Hein. Bon, je sais pas. On va continuer comme ça. Si quelqu'un a, si quelqu'un a la réponse, je prends. Si quelqu'un sait exactement où aller vérifier le settings, je prends. Ok, donc ici a priori, rien d'intéressant. Ok, donc pas de version ici, mais on va se noter quand même que a priori il y aurait quelque chose qui s'appelle Round Cube. Round Cube, on va se le noter là, Round Cube. Et on va continuer notre énumération. Donc, bon, bah, admin, hein, on va essayer. Merde, je me perds dans mes onglets. Tac, voilà. Ok, donc là, on nous demande username, password. Bon, c'est pareil, hein, admin. Autant essayer, hein, on sait jamais. Non, rien. Route. Non. Et admin. Password. Non plus. Ok, cancel. Ok. Quelque chose d'intéressant ici. Donc là, a priori, on est sur un FreePBX avec une version ici. Donc là, on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus intéressant. Et ça, on va se le noter ici. Donc là, on a une vraie info intéressante là. Ok. Et là, ok. Donc, ce qu'on va faire, on va pas tous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va tester si on a quelque chose d'intéressant là-dessus dans SearchPlot. On a dit quoi? Free, PBX. Ok, il y en a quelques-uns. Nous, c'est quoi la version 2.8.1? Bon, alors là déjà, moi il y a un truc, voilà. Donc c'est pas notre version de PBX, mais ce qui est intéressant, je pense, et qui attire l'œil là tout de suite, c'est FreePBX et Elastix,
puisque nous, c'est la configuration qu'on a. Maintenant, nous, le Elastix, on ne sait pas quelle version, donc on ne sait pas si c'est celle-là. Le FreePBX, a priori, nous, c'est une version, enfin, c'est même sûr, c'est une version qui est antérieure à celle-là, mais qui est à peu près proche, donc on pourrait éventuellement regarder ce qui se passe là-dessus. Et sinon, on a dit 2.8. Hein. Ouais, c'est ça, 2.8. Donc tout ça, non, c'est antérieur. Là, on a du 2.8. Donc éventuellement, on aurait peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Et puis ça, faudrait regarder. Ok. Et si, du coup, je recroise avec ce qu'on avait vu là. Sur Elastix, ici, qu'est-ce qu'on avait qui était intéressant? Alors ça va pas être intéressant en fait dans notre cas, parce que je suppose que les scripts de cross-site scripting, en fait, ils vont nécessiter des utilisateurs, d'autres utilisateurs. Donc je pense que ça, je pense qu'on pourra pas les utiliser. Ça peut nous intéresser. Bon, alors après, on connaît pas, encore une fois, on connaît pas la version. Mais là, on voit qu'il y a cette version-là aussi, donc ça pourrait être intéressant. Donc là, on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure que j'aimais bien, et on a celle-ci. Ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire même, c'est que on va juste comme ça regarder en quoi ça consiste, celle-ci. Locate. Ok, et on regarde juste ce qu'il y a dedans, histoire de... on va faire... Ouais, non, ça n'a pas l'air très gros. Ok, donc qu'est-ce que ça nous dit? File include, vulnerability, ok. Ok, ouais, ok, LFI. Donc voilà, là on a du bullshit, et là du bullshit, ça sert à rien. On a juste besoin de ça, nous. Donc, LFI exploit. En fait, a priori, si je fais ça, je devrais obtenir des informations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le noter là, sous Elastix. Et on va le tester. Est-ce que ce dossier-là, là, ça sert à rien d'aller... Qu'est-ce qu'il me fait? Tac, tac. Qu'est-ce que je fais? On va juste tester ça vite fait. Voilà. En fait, ce que je voulais voir, c'est si ce dossier-là, VTI, éventuellement, il l'avait retrouvé ici. Bon, après, notre brute forcing, il n'est pas fini. Et en plus, on est parti sur une petite wordlist. Donc, il y a quand même... Bon, il y a peu de chances qu'il le trouve, mais on ne sait jamais. Ok, là, il ne l'a pas trouvé. Mais c'est pas grave, on va l'essayer. Donc, a priori, le LFI, il faudrait mettre ça, et on serait sur... On arrivera à trouver une information. Ok. Donc... Ouais, donc là, en fait, on a les données brutes comme ça. C'est plus joli de faire un petit source page, et comme ça. Donc là, a priori, cet exploit, il fonctionne. Donc, cet exploit, il était pour version 2.2.0. Donc, on peut faire un guess, c'est se dire, peut-être c'est 2.2.0 ici. Puisque, en fait, ce LFI fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais analyser... Enfin, on va regarder ici. Je vais l'envoyer dans le repeater. Donc ça, c'est pour pouvoir répéter, en fait. Là, ce que je peux faire, c'est modifier et renvoyer l'information. Ça nous permet, si on a besoin de faire éventuellement des modifications ici, dans notre requête,
d'avoir le résultat tout de suite ici, plutôt que à chaque fois de tout se taper ici directement dans l'URL et d'essayer de le regarder dans les sources, en fait. C'est pour ça aussi que Burp, c'est vraiment magique, c'est que voilà, ça nous permet d'avoir un visuel qui est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on voit? A priori, on serait sur un fichier de configuration. Hein, on la connaît, la configuration de base et avec ensuite nos différentes options. Là, ce qu'on pourrait faire, du coup, c'est se dire, bah, on va prendre. Donc là, je vois des users, astérisque. Bon, celui-ci serait pas use, mais astérisque user et un certain nombre de mots de passe, a priori, certains qui seraient peut-être utilisés, d'autres non. AMP 109, celui-ci là en JEH, AMP 111 qui serait pas utilisé, on va voir. Là on aurait un JEH. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Password, bon a priori pareil, il serait peut-être pas utilisé, mais donc ce qu'on va faire, c'est que on va se noter ça dans Cherry Tree et on va se faire une petite liste user. Je vais les mettre dans Vim après. Bof, quoique je pourrais les mettre dans Vim tout de suite. Non, je vais les mettre dans Vim après. Vous allez voir pourquoi. Je me perds. Ok, tac. Donc on avait la même chose mais en user. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Admin. Ouais, a priori ça pourrait être intéressant de mettre admin dans notre liste. Et en password. Donc en password il y en a plusieurs. On aurait AMP 109, AMP 111. Peut-être. Et on aurait là le JE, je sais pas combien. Ok. Et j'avais vu un petit peu plus bas, même si a priori il n'était pas spécialement utilisé dans cette config, mais sait-on jamais. On va le prendre comme ça, password avec le 0 là, comme ça. Ok. Donc là, on a quelques passes. Ce qu'on pourrait faire, c'est que, donc a priori, là, ce qu'on a... Donc, comment ça fonctionne le LFI? Là, le LFI, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une requête, un endroit dans l'URL où, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire que nous, ce qu'on veut que le serveur nous montre, c'est quelque chose qui est où on va remonter en fait dans les directories pour à un moment donné se dire ok, bah là j'ai mis suffisamment de remontées de directory pour me dire ok, là a priori potentiellement je suis à la racine du serveur qui est en face de moi, et ensuite je vais aller naviguer dans ce serveur vers un fichier bien particulier qui serait à l'emplacement etc en portal.conf. Nous c'est ça qu'on est venu voir. Du coup, si on peut lire en fait ce fichier .conf, éventuellement peut-être qu'on pourrait lire d'autres fichiers qui sont dans le répertoire etc. Donc ce qu'on peut faire, et il y a un fichier qui est très connu, c'est celui-ci. Et donc là, on voit qu'on est en train, en direct, de lire vraiment sur le serveur. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Donc, on voit en fait tous les différents utilisateurs et qui sont enregistrés en fait sur ce serveur. Donc ça, on va le copier. C'est pour ça que j'ai pas tout mis dans Vim tout de suite. Ok, donc lui il est fini. Ouais. Alors attendez, je vais mettre ça dans Vim. Vim, on va faire user
et on va y coller ça. Et simplement ça, je vais nous le copier quand même. On va se le garder dans le cherry tree quelque part. On va mettre là Go Buster. On se le garde quand même à portée, voilà. Et comme ça sera un petit peu plus sympa de faire les choses ici. Donc là, on a notre liste des users qui sont enregistrés, sauf qu'il y a des users qui ne nous intéressent pas. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire cat user et on va pipe grep -v no login. Ce qui veut dire que là, on a dégagé en fait tous les users qui ne peuvent pas se loguer sur la bécane. Puis -v là, c'était pour exclure. Enfin, pour exclure tout ce qui trouvait avec du no login. Puis nous, ce qu'on veut, c'est en fait la première colonne. Donc je vais juste faire un petit cut. Pour les gens de 42, je pense que ça vous rappelle vos premiers jours de piscine. Cut-D, parce qu'on a un délimiteur. Et notre délimiteur, c'est les 2 points. Et nous, ce qu'on veut, c'est le premier. Et si je raconte pas de bêtises, on est OK. Et donc ça, on va se le coller dans un userList.txt. Et du coup, je vais ouvrir mon userList.txt et je vais y recoller en plus les users qu'on avait dans notre config. Qu'on va se mettre par là. Hop. Hop. Voilà. Ok. Sauf que il me faudrait des passes. Et là, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire avec ces petites informations. Donc là, je prends les passwords qu'on a trouvés dans notre fichier de config. Je les mets dans un fichier Vim. J'enregistre. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Attendez, je vais juste RM celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc, 4 passes. On a bien tous les passes qu'on a trouvés dans notre fichier config. Et 4 user list. On a donc à la fois les users qu'on a trouvés dans password, etc password, et ce qu'on a trouvé dans notre les utilisateurs qu'on a trouvé aussi dans dans le fichier config. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil de brute force pour essayer de brute forcer le SSH qui s'appelle Hydra. Ah bah là, j'ai la commande, je vais vous l'expliquer. Passe, et là 164. Ok. Donc là, qu'est-ce que c'est cette commande ? Donc Hydra -L pour utiliser un fichier pour le login. Donc nous, on va utiliser userList. Et pour chaque userList, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tester un fichier, donc -P pour le fichier de password, et je vais lui filer pass. Ma cible, -S pour lui donner un port, 22. Là, je suis pas obligé, par défaut, il utilise 22. Mais voilà, j'aime bien garder le -S parce que comme ça, ça me permet de me souvenir que c'est -S pour les... et non pas -P pour les ports. -T4, donc ça c'est les threads. On attaque du SSH et on lui demande du verbose. Et on va le laisser tourner un petit peu. Juste pour voir. Donc là, vous voyez tout de suite ce qu'il fait, c'est qu'il vient d'essayer route AMP, route JEH, route password. Et on va le... Hop là, voilà. Bon, là, on a eu beaucoup de chance en guessing, et c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé sur des petites listes. Mais en gros... Enfin, c'est pas vraiment du guessing, c'est on a trouvé dans un fichier de config JEH,
Et en fait, en l'essayant sur route, et ben en fait, on s'aperçoit qu'on a le mot de passe route. Donc en fait, je l'arrête. Et là, qu'est-ce que je fais? SSH. SSH- bah, c'est ça, c'est notre commande de tout à l'heure. Donc avec le diffie-hellman, route. Et donc, quand il va me demander le password, je mets le password qu'on vient de trouver. Et il est un peu long. Et on est connecté en route à BIP. Welcome to Elastix. Tac, tac. Et donc là, on est qui? ID route. LS. Pareil, hein, j'affiche jamais les flags. Même si c'est des box qui sont retirés. Je préfère que vous les fassiez vous-même, hein, ça sert à rien. Mais là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que j'ai le droit pour compter sur route. Donc là, on a bien accès. Si on veut, on peut le lire. Donc, qui dit j'ai accès à route, j'ai aussi accès au user. Donc là, je résume ce qu'on a fait. On a énuméré les ports avec Nmap. On a lancé un certain nombre de scripts qui n'ont pas donné grand-chose. Mais ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a énuméré à la main les différents ports. Est-ce qu'il faut, donc dans le chat, est-ce qu'il faut être prudent sur les box pour le brute force? Il y a des outils comme fail to ban. Oui, exact. Tu as raison. Faut être prudent sur le brute force. Maintenant, alors là, ce qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est regarder, par exemple, où sont les fichiers fail to ban et aller vérifier avec notre LFI la configuration fail to ban pour voir si éventuellement il y avait quelque chose qui était mis en place. Ça nous aurait donné déjà une indication. Maintenant, là, pourquoi j'ai pas trop de scrupules à la lancer, c'est que on n'est quand même pas sur un brute force de folie. C'est-à-dire que là, au maximum, enfin, on teste vraiment des toutes petites listes, quoi. Donc là, je la tente, quoi. Mais c'est vrai que effectivement, on aurait pu avoir une IP bannie, ouais. Là, en vrai, j'ai envie de dire qu'on a eu de la chance. On a eu de la chance parce que je crois qu'en plus sur cette machine, il y a justement fail to ban. Mais pas avec une config qui est trop vénère. Hein. Mais voilà. Donc oui, t'as raison. Effectivement, il faut faire attention aux machines qu'on brute force. Ouais. Et d'ailleurs, là, on se permet de le faire parce qu'on est en CTF, etc. Enfin, s'il y a des professionnels qui sont dans le coin, je pense que vous pourrez nous le dire, mais je suis pas sûr que ce soit le genre d'outil que vous utilisez dans un environnement en fait de prod, etc. Parce que en fait, enfin, je pense que c'est risqué, quoi. Mais bon. Bon voilà, là on est dans un environnement sur VPN avec une box en face de nous. Bon, j'ai pas trop de scrupules à l'utiliser, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, donc je récapitule, on a énuméré Nmap, on a énuméré à la main, on a regardé le SSH, on a vu ce qu'il fallait pour se connecter au SSH. Enfin au niveau de la crypto, puis on a regardé un petit peu ce qui se passait au niveau du SMTP. On n'a rien trouvé d'intéressant, mais on a vu qu'on pouvait s'y connecter et éventuellement faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, ce sera l'objet du prochain exploit. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a énuméré à la main le site web. À chaque fois qu'on a trouvé une version à chaque fois qu'on a trouvé un service, on a essayé de regarder à quoi ça correspondait. On a essayé des credentials à chaque fois. On a donc énuméré les différents directories qu'il pouvait y avoir en fait sur ce site. Et en fait, c'est en énumérant ces différents directories quand même qu'on a trouvé quand même beaucoup d'informations, notamment que c'était un PBX, etc. Voilà.
Et ensuite, on a essayé, on a regardé Search Exploit. On a essayé le premier qui nous paraissait éventuellement correspondre. Après, en vrai, si celui-ci, j'avais dû genre recoder une partie et tout ça, en vrai, là, comme ça, de but en blanc, je pense que je l'aurais pas essayé. Mais en fait, en l'ouvrant, et quand vous voyez que, bah, en fait, c'est une LFI qu'il faut juste faire ça, bon, bah, un copier-coller, vous testez, et boum. Au moins, vous êtes fixé. Et là, donc, quand on a testé, on a vu que ça fonctionnait. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va, on va utiliser, en fait, ce LFI. On a là, avec un petit tricks. Alors vous allez voir, ça va être rigolo. Donc on va s'attaquer à un exploit numéro 2. Donc là je sors de la bécane, on la route, hein. On est ok, exit. Là on a déjà gagné. On a déjà gagné une première fois. Je vous le rappelle, le but du jeu c'est de gagner 4 fois ce soir. Alors, donc deuxième truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter, comme tout à l'heure, à notre bécane avec NC. Et je vous disais tout à l'heure, oui, a priori on peut faire un certain nombre de choses, mais en général, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec un serveur mail, c'est éventuellement envoyer des mails. Sauf que là, ça ne nous donnait pas grand-chose. Mais là, ce qu'on va essayer de faire, donc déjà, quand on arrive sur un serveur comme ça, SMTP, il faut dire qui on est. Donc, on va lui dire hello. Alors là, on peut le mettre en hello ou EHLO. C'est kiff kiff. Donc moi qui suis Macosta at apt42.htb. Allez, hack the box. Il a l'air de dire ok. Il dit ok, bah écoute, moi je suis bip.localdomain et voici ce que tu peux faire. Tu peux faire pipe, size, verify, etc. Ok, pas de problème. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de faire un verify. Ce qu'on veut en fait, c'est vérifier. Alors, est-ce que je l'ai encore quelque part? Je suis un peu bête, j'aurais dû... Ah si, elle est là. Nous, ce qu'on veut vérifier, c'est... Ah bah non, ça va marcher là, je suis bête. Nous, on va vouloir vérifier si éventuellement on a... vous voyez, il y a différents utilisateurs. D'ailleurs, j'aurais pu même genre faire un cat user. CD10 cat user. On avait un certain nombre en fait de username et notamment astérisque qui est revenu 2 fois. D'ailleurs, j'ai pas cleané mon truc, mais voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de vérifier si astérisque est bien un utilisateur en fait enregistré sur localhost, c'est-à-dire le domaine en question qui est ici. Et lui, il nous dit, a priori, oui. En tout cas, il n'a pas l'air de râler. Alors, juste, ce qu'on peut faire, pour être sûr, on va faire un verify. On va lui dire, est-ce que l'utilisateur coucou a localhost, lui, il est enregistré. Et là, il a l'air de râler. Donc, ça nous dit que, en fait, on pourrait peut-être utiliser, en fait, cette... Donc ça, c'est un utilisateur, en fait, qui est enregistré sur le serveur. Donc, potentiellement, avec notre serveur SMTP, ce qu'on peut faire, c'est lui envoyer un mail. Donc, on va essayer de lui envoyer un mail. Donc, on va faire mail.
Donc from, donc nous on est donc macosta arrobas, on a dit apt42.htb. Ah oui, je suis pas bon. Ouais, ok, il manque les 2 points. Mail from, hop, macosta. Ouais, alors la syntaxe et tout, et les commandes là-dessus, c'est un enfer. Mais dans les notes que je vous donnerai à la fin de la box, il y a toutes les ressources que j'ai utilisées. Et justement, en fait, j'ai utilisé un super blog, un blog où il y a genre toutes les commandes possibles et imaginables pour le SMTP, et justement ce qu'on peut faire avec. Donc comme ça, vous pourrez parcourir les options. Ok, from, il nous dit c'est d'accord. Je veux bien envoyer un mail qui vient de ce gars-là, qui sera réceptionné par... Enfin, qu'on va envoyer à, donc astérisque at localhost, parce qu'on a vérifié qu'il existait. Il me dit c'est ok. Puis, on va mettre dans le corps du mail des données. On va mettre un subject hello from apt42. Ok. Ouais, en temps de confinement, vous pourrez toujours taper la discute avec un serveur SMTP. Ah ouais, bah ouais, là... franchement, c'est un peu... Bah après... je suis sûr, il y a plein d'admins, tu sais, qu'on fait ça depuis super longtemps, le SMTP, qui vont dire ouais, mais non, arrête, c'est trop facile et tout. Moi, franchement, c'était la première fois que j'y touchais. Je trouvais ça un peu spécial, quoi. Mais c'est intéressant à savoir. Ce qu'on va faire là, c'est que, en fait, dans le corps de notre mail, on va y injecter en fait un petit bout de PHP. Et le petit bout de PHP qu'on va y injecter, en fait, c'est un petit bout de PHP qui va nous permettre de run des commandes, en fait. Et ensuite, je finis mon mail par un point. Et il a bien été envoyé. Enfin, en tout cas, mis en attente d'envoi. Ok ? Quitte. Vous savez si l'école ferme, du coup, je sais pas. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai fini l'allocution de notre cher président et j'ai foncé sur le PC. Donc, je vous avoue que j'ai pas du tout suivi à ce niveau-là. J'ai vu que nous, en région parisienne, ça changeait pas grand-chose à part au niveau des écoles qui fermaient. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge, donc on va voir comment ça va se passer, mais ça risque de pas être la folie dans les semaines à venir, hein, mais bon, ouais, on fait avec, hein, c'est comme ça. Donc, le SMTP. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté au serveur SMTP et on lui a dit salut, moi je suis Macosta PT42 et ce que je voudrais, c'est envoyer un mail à astérisque à localhost. Donc, en fait, un utilisateur qui est sur notre serveur. Ok. Et en fait, quand je peux vous le montrer par exemple sur la Kali, si je fais ls- ah oui, non, bah elle est là, tiens. ls-var mail, en fait là, potentiellement, je vais aller retrouver les mails de... Ouais, courage, ouais, non, mais ça va aller, hein. Ça, on fait avec, hein, c'est pas... Ça va aller. Ils sont mignons, tout va bien. Là, en fait, je peux potentiellement retrouver les mails en fait, qui sont envoyés à l'utilisateur Kali. Parce que là, l'utilisateur, c'est Kali. Donc, si je vais au même endroit, mais sur le serveur distant, potentiellement, bah, en fait, je trouve le mail que je viens de m'envoyer. Et donc, qui, lui, a le petit bout de PHP qui nous intéresse dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je retourne sur mon burp.
on a notre LFI ici, qui est ici. Et donc ici, au lieu d'aller chercher etc password, ben, je vais aller dans var, mail, et donc notre utilisateur, il s'appelle astérisque. Astérisque. Et si là je lance comme ça, normalement, boum. Donc là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve notre mail. From macosta apt42.htb. Donc en gros, le mail qu'on vient de s'envoyer là, il est là pour l'instant sur le serveur SMTP. Et donc on a toutes les informations qui sont là. Deliver to, astérix, local, machin, de qui, avec notre subject. Et par contre, on n'a pas... Vous voyez, on a notre subject là, mais on n'a pas notre petit code là. Et en fait, notre petit code, il nous sert ici, au bout de la ligne. Vous voyez? Là, en fait, c'est ici que... vous vous souvenez du petit code? Je vais vous le remontrer. Il est là. Ah bah non. Si, là. Il est ici. En fait, ce qu'il va faire, c'est que quand moi, dans l'adresse, je vais mettre l'argument commande égale et une commande. Là, j'aurais pu mettre n'importe quoi. Hein. J'aurais pu mettre 42. Ou mon pseudo, ou coucou, ou n'importe quoi, ou Toto. Là, dès que je vais mettre commande égale et une commande, logiquement, en fait, il va run la commande. Ben, si j'ai bien tout fait correctement, il va run la commande sur le serveur distant, en fait. Donc là, si je fais... Et donc, il va run la commande sur le serveur distant et nous la remonter dans le mail. Mail qu'on arrive à lire ici. Du coup, si je fais action et commande égale, et que je fais genre ID, genre qui est-ce qu'on est, et ça marche. On voit que ici, on va chercher donc notre mail, dans lequel on a envoyé un mail à l'utilisateur, mail qu'on arrive à voir en fait grâce à la LFI, dans lequel on a injecté en fait un petit code PHP qui nous permet d'exécuter en fait des commandes sur le serveur. Donc si j'arrive à exécuter cette commande sur le serveur, potentiellement, je peux exécuter n'importe quelle commande sur le serveur, sachant que je suis astérisque. Donc je sais pas quel droit il a, mais potentiellement je peux run des trucs intéressants. Donc, nous, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est se mettre un petit reverse shell. Donc ça tombe bien, j'en ai un là. Notre IP, j'en ai un là. Alors attendez, ça je vais le dégager, on va fermer un peu tout ça, clac clac, on va faire un peu de propre. Ok, donc, nous, on veut, comme d'habitude, listen. Moi, j'aime bien ce port 9001 et on va listen sur ce port 9001. NC, ah ouais, alors, ouais, non, alors là, on va faire, pour le reverse shell, ce qu'on va faire, c'est, remarque, on pourrait regarder s'il y a NC, ouais, mais, alors là, je vais faire différemment, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec bash-i, mais oui, peut-être que ça pourrait, on pourrait peut-être essayer comme ça, mais je vais le faire différemment, là. Donc notre adresse IP à nous c'est 1469, ok. Et alors je vais vous le montrer ici. Le reverse shell qu'on va essayer c'est ça. Nous ce qu'on veut, ça c'est ce qu'on veut exécuter sur la machine distante. Ça on s'occupe même pas de savoir s'il y a NC en fait. Ce qu'on fait c'est que on fait un bash-i et alors là, comment tout ça fonctionne très exactement, je ne saurais le dire là. Mais moi, ce que je fais, c'est que quand je veux un petit reverse shell, je vais là et je vais dans Pen Test Monkey reverse shell. Clac.
Et on a notre copain Bash qui est là. Oui. Donc après, on aurait pu... on peut utiliser tout plein de choses. Il y a le NC dont tu parlais. Éventuellement, on peut utiliser ça. Celui-ci marche très très bien. Celui-ci, si j'arrive pas à run comme ça, là, souvent j'essaye, ou à run comme ça, souvent j'essaye ça. Ça marche vraiment bien. Là, nous, en fait, on va run une commande directement dans Bash, donc on va faire celle-là. Donc, elle est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on la met donc du coup juste après notre commande. Ok. Le truc, c'est que il faut l'encoder parce que c'est une URL. Donc, pour faire ça, c'est pour ça que c'est super pratique aussi ici. Je fais CTRL U. Et en fait, Burp vient de me l'encoder. Il l'encode automatiquement. Là, je send. Et on va regarder si on a un reverse shell. Et effectivement, ici, on a reçu notre reverse shell. Et qui est-ce qu'on est? Donc, on est astérisque. Du coup, je suppose que si je fais un cd/root permission denied, est-ce qu'on peut faire un sudo-l? Oui. Donc là, c'est bon, on a notre reverse shell. Par contre, donc, on n'a pas les droits root. Donc là, c'est l'occasion. On va rigoler un peu. On va essayer de privesque. Le sudo-l, il marche tout de suite. Il nous dit tout ça, on peut l'utiliser. Ce que j'aime bien faire, moi, à ce niveau-là, c'est utiliser GTFObin, qui est là. Et ce qu'on voit ici, il y a un truc qui tape à l'œil tout de suite. C'est marrant, ils ont une map. Enfin, il y a une map sur le serveur. Nmap, et nous, on a les droits, a priori, sudo dessus. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est un... D'ailleurs, je crois qu'on l'avait fait dans un autre live, celui-ci. On peut faire un sudo nmap interactive et ensuite sh. On essaye. Ok, je suis dans nmap. sh. Il m'a popé un shell, un sh. Je suis root. cd/root. ls. J'ai bien le fichier root qui est là. wcroot.txt. Et on arrive bien à le compter. Donc nickel, on a réussi. Donc là, par exemple, bon, si on n'avait pas eu Nmap, on aurait pu essayer les autres. Hein. Là, je les ai pas essayés pour essayer, mais je vois rien qui m'excite plus que ça. Mais ouais, si, il faut voir. Si à mon avis, il y a des trucs à faire d'autres. Mais voilà, mais celui-ci est facile. Et puis en plus, en fait, c'est un truc que je vous ai pas. Je vous le montrerai après. Mais en fait, dans un des exploits, search exploit, en fait. Ils expliquent que souvent sur ce type de bécane, on peut exploit justement Nmap. Tu ne vérifies pas le SUID, GUID comme avant. En fait là, j'ai même pas besoin. En fait dans les autres, ce qui se passe, c'est que souvent dans les autres box, j'ai vérifié SUID, GUID, mais parce que j'avais pas accès à sudo-l. Mais là, en fait, quand j'ai fait mon sudo-l, il m'a tout de suite dit vas-y, tout ça là, tu peux l'utiliser en sudo. Donc en fait, j'ai même pas besoin d'aller chercher des SUID, etc. Puisque ça, je peux le run en route. Donc c'est pour ça que je me suis même pas embêté en fait. Tu vois, là, je les run en route direct, en sudo. Donc c'est pour ça que je m'embête pas en fait. Ok, bon du coup, ça fait notre deuxième exploit. Il est quelle heure? Bon, je vais essayer d'accélérer. Un petit peu. Alors, je vais vous montrer un troisième exploit. Quand on a fait notre search exploit tout à l'heure. Ah oui, alors tiens, non, je vous montre juste vite fait quand même. Là, ce qu'on a fait ici, ça là. En fait, on pouvait très bien le faire à la main. C'est-à-dire que... Enfin, à la main. Genre là, tac, je relance mon listener. Je me mets là, c'était où? Je prends ça. Vous voyez, donc ça,
c'était l'URL de notre LFI avec le commande égale. Ok. Je me mets là. Je la colle là. Et là, la commande, ce qu'il aurait fallu, donc du coup, je vous avais montré, mon reverse shell, il est là. Bon, et si on n'avait pas burp, en fait, ça, on l'encode. Donc, comment on l'encode? Je vais là. Il y a un outil qui est trop bien qui s'appelle Cyberchef. Je vais sur Cyberchef. Cyberchef, il permet d'encoder, décoder des trucs un peu... Enfin, c'est vraiment sympa. Du coup, j'ai mon input qui est là. Je cherche, en fait, ma recette. Ma recette, c'est l'URL en code. Donc, moi, je vais encoder et je vais encoder tous les caractères. Et donc là, en fait, je me retrouve avec mon reverse shell qui est encodé. Je suis là, tac, je fais ça. Et je le colle à la suite. Donc là, j'ai bien mon LFI, plus mon injection de commande, plus mon reverse shell qui est encodé. Je lance. Et là, boum, j'ai mon reverse shell. Pas besoin de burp. Burp, ça nous simplifie la vie, quoi. Mais vous pouvez le faire à la main. Ok. Ça, c'était une petite parenthèse. On va faire Search Exploit. Et alors, Search Exploit, tout à l'heure, on était sur Elasticsearch. Et donc, nous, on s'est arrêté à Graph. Mais, je vous ai dit, il y a quand même un truc qui nous attire l'œil quand même. C'est celui-ci, parce que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il a Elasticsearch, et de l'autre côté, il a le FreePBX. Et FreePBX, enfin, on a vu que nous, il y avait les deux sur notre serveur. Donc, ce qu'on va faire, encore une fois, c'est qu'on va checker... on va checker où il est lui. Clac. Et on va regarder ce qu'il y a dans l'exploit. Je vais pas le... Je vais pas le lancer... Enfin, je vais pas le copier tout de suite. On va juste regarder. Et là, on voit que c'est ultra court aussi. C'est-à-dire que là, boum, on a du blabla, de l'import. Là, qu'est-ce qu'on a? Il nous faut donc... Pour faire fonctionner ce script, il nous faut quoi? Il nous faut rhost, donc c'est notre cible. Remote host. Local host, c'est nous. Le L port, donc c'est le port d'écoute pour recevoir un reverse shell. Ok. Et il nous faut une extension. Ok. Là, par défaut, c'est 1000. Puis, en fait, ce que là, il fait, c'est simplement, il prend l'URL, il va à notre rhost, dans recording, etc., 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 call un number du nom de notre extension, enfin du numéro de notre extension, puis il lui passe un certain nombre d'arguments. D'ailleurs, on pourrait, vous voyez, regardez. En fait, ce qu'on pourrait faire, on va réutiliser Cyberchef. Copie. Il est là. Alors, clac, clac. Et cette fois, on va faire URL décode. Et là, on a notre script. Vous voyez, c'est un script en Perl. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va pop un reverse shell. Vous voyez? Donc, en fait, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément prendre cette URL et puis essayer par nous-mêmes. Et ah oui, et ce que je vous disais, pourquoi le Nmap est trop marrant, parce qu'en fait, ici, ils vous disent, bah ouais, mais sur les serveurs Elasticsearch, il y a un truc qui est pas mal, c'est que vous pouvez élever vos privilèges, parce que souvent, ils ont Nmap, et en fait, pour élever les privilèges, vous faites comme ça. Bon, ok, cool. Cool, on sait comment faire. Ce qu'on va faire, c'est que là... Donc, on va l'essayer. On va l'essayer. Et nous, donc, clac, clac, 164. Donc, je l'ai préparé d'un côté. Elle est là. Je vais la copier ici et la mettre là. Alors, je vous la montre là. Ok, donc c'est bien, c'est la même URL que tout à l'heure, sauf que moi j'ai juste remplacé, enfin qu'on a vu dans le script, sauf que moi j'ai remplacé en fait par notre cible. Ici l'extension il nous conseillait 1000, ok, j'ai mis 1000, enfin il nous conseillait, par défaut c'était 1000. On a notre adresse IP, notre port d'écoute, moi j'aime bien 9001, et puis voilà. Donc là concrètement, ce que je fais, c'est, donc là je N, ici je relance mon listener. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, et au lieu du LFI, là, clac, je mets l'URL. Vous voyez?
Et est-ce que ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Et ce qu'il nous dit, c'est voicemail message. Ah oui. Regardez, on va aller le voir dans proxy. Donc là, j'ai toutes mes requêtes, hein, vous vous souvenez. Elle est là, elle est là, vous voyez, recording MISC. Donc là, ça, c'est ce que j'ai envoyé. Et dans Burp, la réponse, il nous dit en fait, non, c'est un voicemail. En fait, ton extension, avec ton extension, tu peux pas, en gros, avec l'extension, tu peux pas atteindre le poste désiré. Et alors là, c'est un truc, je vais vous épargner le truc parce que moi j'ai mis un temps mais de fou. Là, qu'est-ce qu'on a comme solution? C'est-à-dire que donc on a compris qu'on n'a pas la bonne extension, mais que à la rigueur, il faudrait la trouver. Donc on pourrait faire un petit script ou modifier le script existant en faisant une boucle qui va aller tester toutes les extensions de 0 à 1000. Pourquoi pas? Autre solution. Et d'ailleurs, vous verrez dans mon report que je mettrai à disposition. C'est ce que j'ai fait au début. C'est ce que j'ai fait. En gros, moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris ce payload. Je vais vous montrer vite fait. Je l'ai pris, je l'ai mis dans Intruders. Intruders, en fait, ça va nous permettre de faire genre du brute force. Donc là, je fais clear. Et en fait, je vais aller me positionner. Elle est où mon extension? 1000. Plac. Elle est là. Elle est là. Et en fait, ici, à la place du 1000, moi, ce que je veux, c'est le remplacer par quelque chose. Je veux le remplacer par une autre extension. Je vais dans Payload. Payload, moi, je veux des numbers. Je veux des numbers qui aillent de 1 à 1000. Par step de 1. Ok. Et attaque. Et là, si je fais attaque, boum, 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 boum. Et en fait, lui, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter tout de suite parce que... Lui, ce qu'il fait, c'est que là, il remplace ça par, à chaque fois, un nombre. Et il nous renvoie une info. Et logiquement, à un moment donné, moi, j'ai mon listener qui est allumé et il va recevoir un reverse shell si ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Sauf que, ouais, cool, les 10 premières, ça se passe bien. Mais après, ça avance à une lenteur. Donc en fait, là, je crois, franchement, pour avoir... Moi, le jour où j'ai fait cette box, c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai dû mettre peut-être 45 minutes à 1 heure. Facile. Pour obtenir la bonne extension. Et du coup, je vais vous montrer un truc qui est trop bien. Parce que pour faire le stream, je me suis quand même renseigné un peu sur la box. Et il s'avère qu'il y a un outil qui est bien connu en fait et qui s'appelle SipVicious. Et alors SipVicious, en fait, lui, je sais pas si on peut le voir là, dans le GitHub, là, monsieur GitHub. Lui, ce qu'il fait, justement, c'est qu'il est spécialisé, justement, dans tout ce qui est VOIP, PBX, etc. Donc, c'est magnifique. Et il a un truc qui s'appelle... c'est le SVWAR. Et lui, il identifie les extensions. Donc, vous avez vu, hein, normalement, là, genre, avec Burp, je mettais genre... 1 heure. En fait, là, si je fais... On va le faire avec SipVicious. Et donc avec son module SVWAR. Ah bah elle est là. Donc SVWAR -m invite. Non, en fait, ça c'est la méthode avec laquelle on va tester. Ensuite, la range qu'on a envie de tester. Et notre cible. Et là... Oui. Ah, il a pas aimé là. Pourquoi il a pas aimé? Alors moi quand je l'ai fait... Ouais, je pense qu'il a pas aimé parce que je viens de lui... Ah c'est con. Je voulais vous montrer ça propre. Alors peut-être que c'est parce que lui il est peut-être pas arrêté, non? Non, pourtant... Pourquoi t'as pas aimé mon pote? Allez, on va la retenter un coup. Ah non, il n'aime pas. Hein. Bon,
Tant pis, je vais pas pouvoir vous le montrer en direct, je sais pas pourquoi il aime pas. Mais en gros, en 30 secondes, normalement, il vous sort en fait juste la extension Authentification et il vous dit l'extension c'est 233. Ouais, bah, je pense que... Ouais, je sais pas s'il me repère, non, mais c'est juste qu'en fait, il doit lancer les premières... Alors, pourquoi ça ralentit après un certain nombre de requêtes? Bah, en fait, sur Burp, je suppose que les premières, il les lance les unes à la suite des autres, puis il attend une réponse. C'est pas que ça va... Je pense que c'est pas que ça va plus vite au début, ça va toujours lentement, mais c'est simplement qu'au début, il lance un certain nombre de requêtes, puis il attend une réponse et ensuite il va se caler sur ce temps de j'envoie, je réponds, qui est ultra lent. Et alors là, je sais pas pourquoi par contre Sidwar il veut pas. Peut-être qu'on pourrait essayer. Je vais essayer sans l'invite, mais c'est bizarre. Avec un force. C'est bizarre, j'avais pas eu besoin de faire ça moi-même. Il a pas aimé. Pourquoi il a pas aimé? Je suis bien sur la bonne IP, la bonne range, la bonne méthode. Est-ce que éventuellement on peut... Bon, je pense que ça changera rien du tout. Quoique. Si en fait c'était peut-être ça. Ah non. Non, c'est pas ça. Il aime pas. Bon, je vais vous épargner. Bah, ah bah si. Ouais, bah nickel. Voilà, on a quand même quelque chose qui est correct là. Donc en gros là, vous voyez, ici, en quoi, allez, 15 secondes, il nous a bien trouvé la bonne extension, qui est 233. Alors que toutes les autres, vous voyez, c'est weird. Donc là, si j'essaye avec l'extension 233, est-ce que ça marche? Bah, on va essayer. Donc, je relance mon listener. Je retourne, bah, on l'avait là, je l'avais mis dans le repeater, je crois. Hein. Non, non, je l'avais pas mis dans le repeater. Je l'avais mis là. Tiens, elle est là l'extension. 233. Et là, connection, ID, je suis Astérix. Donc là, on a bien notre... dès qu'on a la bonne extension, c'est bon. Il y a moyen de régler avec Burp si la connexion HTTP est persistante. Je suis désolé, j'ai pas compris la question. Mais dans Burp, c'est tu peux régler des trucs de fou. Là, je vous montre pas. Un de ces quatre sera peut-être l'occasion justement qu'on fasse une vidéo vraiment que sur Burp. Si à un moment on fait vraiment un gros truc sur du web. Mais il y a tellement d'options. Vous avez des extensions. Et encore, moi j'ai la version gratuite Community. Mais la version pro, tu as des extensions de malade quoi. Donc là, tu as le store d'extensions, enfin c'est énorme. Je m'étends pas parce qu'il est déjà un peu tard et que y a une dernière méthode que je veux vous montrer de hacking, mais ouais, Burp, tu peux tout set quoi. Ah, de faire qu'il y ait peut-être que tu peux le régler, ouais, c'est possible. Will, il saurait peut-être mieux répondre. Je sais pas s'il est toujours là, mais parce que lui, il connaît mieux Burp que moi, mais c'est possible, ouais. Bon. On a notre reverse shell, on a déjà fait la privest tout à l'heure, on a vu que ça fonctionnait, donc ok, troisième méthode pour arriver à nos fins. Et Silvicius à retenir vraiment quand on tombe sur du VOIP. Enfin, moi là, je trouvais ça magique quoi. Enfin, quand on a fait la méthode avant de faire une boucle pourrie ou d'essayer de passer par Burp, là, c'est magique. Ok. Autre méthode. On a vu tout à l'heure, on a vu, clac clac, ici, qu'on avait un port ici, port 10 000, qui est miniserve webmin. Et donc en fait c'est du HTTP. Donc potentiellement là, je peux y aller quoi.
Donc, zut, si je fais juste ça, clac, clac, et 10 000. Bad request, ok, c'est que a priori il veut du HTTPS. Ok, donc notre port 10 000, c'est encore un autre truc. C'est donc logging de webmin, voilà. Le truc en fait, quand on fait une recherche sur webmin, je sais pas si si je peux le mettre ici, est-ce qu'on le voit? En fait, ce qui revient très souvent sur webmin, c'est qu'en fait, il utilise des fichiers CGI. Et en fait, a priori, à cause de ces fichiers CGI, on peut, il y aurait, en fait, webmin utilise beaucoup de fichiers CGI. Et il y a, quand on voit beaucoup de fichiers CGI sur des vieilles bécanes, a priori, il y a un truc qui est très connu, c'est l'exploit Shellshock. Bon, bah, vous voyez, il sort direct. Et pourtant, je suis en privé, hein, donc normalement, il n'y a pas mon historique là. Est-ce qu'on peut trouver genre le wiki viteuf? Ouais. Non. Voilà. Donc c'est une vieille faille, hein, 2014. Après, je vous rappelle, la box elle est 2017, hein, donc tout ça c'est du vieux, mais c'est intéressant de connaître. Ce qui se passe en fait quand on regarde, vous voyez, sur cette vulnérabilité, ce qu'il nous dit c'est là où on peut vraiment l'utiliser, c'est genre serveur web utilisant des CGI, serveur DHCP, serveur de messagerie. Ça tombe bien. Alors nous c'est à la fois utilisant CGI et à la fois serveur de messagerie. Et en plus nous on a du SSH. Donc enfin potentiellement en gros on a quand même un bon client nous avec notre cible là. Vous voyez pour du Shellshock. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai essayé de du coup de trouver genre un moyen rapide de tester si c'était vulnérable. Et en fait, j'ai vu que Nmap, ils avaient un script. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous la passe vite parce qu'il commence à être tard, mais voilà, je vous fais un peu l'historique et puis on va le faire ensemble. Du coup, j'ai pris les scripts là, enfin j'ai pris le script et je l'ai essayé contre la cible. Ce qui se passait, mon problème, c'est que le problème que j'avais, c'est qu'il me ressortait rien. Genre comme si, en fait, il me disait même pas, genre ça a pas marché. Il me disait rien. Il me disait pas c'est vulnérable et tout. Il faisait comme si, juste il scannait la bécane mais sans run un script en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir directement le script à l'endroit. Merde, il est où? Il est où? Est-ce que je peux le trouver? Ouais, bah sinon je vais faire comme ça. Avec un locate, je devrais le trouver. Ouais, peut-être. Ah voilà. Vous voyez, en fait, du coup, je suis allé chercher le script parce que je me disais il y a un problème dedans et pourquoi il se run pas. Et du coup, je suis allé voir en fait ce que faisait le script. Et en gros, ouais, c'est moche. Je vais vous faire un laisse. C'est tout aussi moche, mais ok. Et en fait, ce qu'on voit en fait dans le script, c'est la commande que lui run. En fait, ce qu'il essaye de faire. Et en fait, la commande que lui il essaye de run, elle est là.
Et en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est il met cette commande dans, dans le user agent. Et donc, en fait, si je prends... Donc, enfin, il met ça plus une commande. C'est ça, il met ça plus une commande. Et donc, en fait, si je prends... Je prends ça. Je vais dans Burp. Je regarde... donc, du coup, ma dernière... Ah ouais, merde, je l'ai pas... Je l'ai pas mis dans les... on va intercept. Tac. Qu'est-ce que je fais? Tac. On va intercepter. Tac. Voilà. Et on va le set dans repeater. Ok. Ok. En fait, ce que fait Nmap, c'est que là, dans User Agent, il met ça. Il met ça. Plus, et à plus loin, il met une commande. Donc en fait, si je fais pareil, potentiellement, je devrais voir un résultat en fait. Et ce qui se passait, c'est que je voyais pas de résultat. Et en fait, j'ai regardé un petit peu sur internet comment ça fonctionnait. Et il y a Ipsec en fait qui l'explique bien. Ce qu'il fait, c'est que il le fait en blind. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, à chaque fois que je vais tester un shell shock, je testerai directement comme ça. Ce qu'il fait, c'est que, en fait, si vous regardez, si je fais un... Donc là, je fais par exemple la commande ID, send, send, send. C'est direct, vous voyez, ça, c'est immédiat. Si je fais la commande sleep 5, merde, je send. Ah, c'est marrant parce que ça sleep 5. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, bah non, il doit y avoir ma tête dessus. Mais en fait, en bas à droite de Burp, il y a les millisecondes. Et en fait, là, je vois que ça a duré exactement 5 secondes, enfin 5,127. Et si je fais juste le ID, ouais, ça fait la différence en fait. Donc, ce qui veut dire que, en fait, la commande sleep que je mets ici, elle se run bien sur le serveur. Donc, potentiellement, je peux faire un... Ah, vous vous souvenez? On avait fait... Alors, comment on faisait déjà? C'était... comment on avait fait notre test à la place d'avoir un reverse shell là? Donc, c'était... on le faisait avec un ping moins... c'est moins C4 pour faire 4 pings. Plus mon adresse IP qui est celle-là, 1469. Et comme ça, on va faire le test. Si on reçoit un ping, ça veut dire que en fait, shell shock, ça marche. Et là, sudo tcp dump, ouais, c'est là. On peut faire du morse pour regarder l'output. Ouais, limite, là, c'est ça. En fait, c'est là, en gros, c'est ce qu'on appelle le faire, c'est blind, à l'aveugle. C'est-à-dire que souvent pour les vulnérabilités comme ça, et c'est pareil pour les injections SQL, etc. En fait, tu vas faire l'exploit en classique ou en blind, et automatiquement en blind. Toujours un peu plus dur à détecter puisque justement t'as pas le retour, mais en mettant des slips ou ce genre de petits tricks, en fait c'est là que tu vas réussir à trouver que justement ta vulnérabilité elle fonctionne mais qu'elle est en blind, voilà. Et donc là en fait nous on a fait en slip, a priori ça fonctionne, et on va faire un TCP dump et en gros si je reçois... Je me suis planté dans mon mot de passe. Si je reçois un ping là, si là je reçois un ping, ça veut dire que ça marche. 100%. Et donc, potentiellement, ici, je mets un reverse shell à la place. Ok, Et j'ai bien reçu mes pings. Et j'ai bien reçu mes pings de ma bécane. Donc, on sait que ça fonctionne. Donc là, on a fait notre POC. Donc là, en fait, ici,
On n'a plus qu'à on n'a plus qu'à mettre un petit reverse exactement comme tout à l'heure. Je clac clac. Il est là. Ici, ici je mets, je remets mon listener et je lance. Et logiquement ici, et en plus a priori on est route. Voilà. CD/route. Ouais. Et là on a bien wc route.txt. Et voilà. Donc là on a route cette machine 4 fois ce soir. Donc si je reprends rapidement le premier exploit, on était alors attendez, je vais me remettre là-dessus sur OBS, et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va se remettre tranquillement comme ça. Voilà. Donc premier exploit, ce qu'on a fait c'est que on a remarqué donc on a cherché dans Search Exploit et on a vu que éventuellement on pouvait tenter un LFI. Il y avait simplement une URL à taper pour tester. On a tapé l'URL, on a testé, on est bien tombé en fait sur la LFI a fonctionné et on est bien tombé en fait sur un dossier de configuration. Ce dossier de configuration en fait il contenait des credentials et avec ces credentials on a tenté un brute force. On a tenté un brute force qui a fonctionné et qui nous a donné un accès route directement. Ensuite, en fait, on s'est servi du même LFI, sauf que on a utilisé un trick qui consistait à passer, à se connecter en fait au serveur SMTP, à envoyer un mail à un des utilisateurs enregistrés sur le serveur. Mail qui contenait en fait une injection de commande PHP. Et grâce à ça, en fait, ensuite, quand on allait lire le mail avec notre LFI, eh bien, on avait le retour de notre commande. Et donc, on a pu faire un reverse shell comme ça. Ensuite, donc troisième exploit, ce qu'on a fait, c'est que on a trouvé un autre exploit grâce à Search Exploit qui combinait, dans lequel on avait deux informations qui étaient intéressantes et qui nous a tiré l'œil déjà dès le début. C'est-à-dire qu'on avait FreePBX d'un côté et Elastix de l'autre. Donc potentiellement, on avait un truc qui pouvait être intéressant. C'était un script en Python. On a regardé ce qu'il faisait. Il faisait pas grand-chose en fait, à part faire une requête à une URL qui contenait en fait une extension de numéro de téléphone, une extension de poste en fait. Et qui ensuite injectait un script en Perl qui nous faisait pop un reverse shell. Le problème qu'on avait là-dessus, c'est que si on faisait le test avec Burp ou si on faisait en fait des boucles dans le script Python, en fait on mettait un temps mais infini quoi. C'était 1 heure à peu près. Mais du coup, on a utilisé un outil qui est dédié au VoIP qui s'appelle SipVicious et qui nous a donné en 15 secondes, 20 secondes la bonne extension. Et en utilisant la bonne extension, on a réussi en fait à faire notre injection de commande. Dernier exploit, en fait, on a utilisé, donc c'était sur le port 10 000. Là en fait il y avait un webmin et en fait ce qu'on a fait c'est que on a recherché sur internet les vulnérabilités qu'il pouvait y avoir autour de webmin et en fait on s'est aperçu que webmin, donc il y avait beaucoup de vulnérabilités qui popaient et notamment en fait des vulnérabilités autour des fichiers CGI. Et on a vu que en fait ce type de fichier CGI était susceptible en fait d'amener une vulnérabilité qui s'appelle Shellshock. Alors Shellshock, je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais en gros comment ça fonctionne, c'est-à-dire que quand vous allez envoyer le code malicieux
euh, par le user agent. En fait, le web serve, lui, il va l'envoyer au bash en fait sur le serveur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le bash, il va le mettre dans, a priori, il le mettrait dans une variable d'environnement, et c'est ça qu'on va exploiter en fait. Donc comme ça que ça fonctionne Shell Shock. On a fait un test. A priori, c'était donc un shell shock mais blind. On l'a détecté en fait en faisant un slip au niveau de nos commandes, un slip 10, voilà, slip 5. Et donc ensuite, on a fait un petit POC en se disant bah tiens, a priori le slip il fonctionne, donc on va faire un ping 4 vers notre adresse IP qu'on a chopé avec un TCP dump. Ça fonctionnait, on a bien reçu nos pings. Donc du coup, on a fait un reverse shell et voilà. D'un point de vue de la Privesc, rien de compliqué ce soir. On avait l'information dans un des scripts. Et puis de toute façon, en fait, rien qu'avec un sudo-l, on trouvait une liste de programmes sur lesquels on avait le droit sudo, et notamment nmap. Et donc c'est comme ça qu'on a fait notre Privesc. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que donc là j'ai fait des notes un tout petit peu plus détaillées que d'habitude, avec quelques screenshots, etc. Pour les personnes de 42, je vais vous le mettre à disposition en fait sur le Discord tout à l'heure. Donc comme ça, vous pourrez revoir un petit peu donc les différentes références et les différentes commandes que j'ai fait ce soir. Et donc vous essayez aussi. Alors après, on a vu qu'il y avait d'autres ports qui étaient ouverts. Donc n'hésitez pas si éventuellement vous voulez essayer d'autres méthodes, vous pouvez peut-être trouver d'autres méthodes en fait pour route cette box. En tout cas, ce soir on en a vu 4 et puis c'était plutôt intéressant de voir des choses différentes. J'espère que vous avez bien aimé. Et puis voilà. Je suis disponible sur le Discord et sur le Slack de 42, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre.